Takeoff. Press 7. 8 knots. Check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 08, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de Bretagne, bonsoir, de pour l'instant, Air France, en deux temps. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, soyez les bienvenus dans la zone aéro de ce mercredi soir. J'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous passer une très bonne semaine depuis notre excellente émission de la semaine dernière avec nos amis Nicolas et Michael. Et Nicolas, on va le retrouver dans quelques instants avec notre invité du jour. Je vous lis sur le chat vite fait, il y a déjà des gens qui sont connectés, ça nous fait bien plaisir. Bienvenue Claudie, notre ami Alex qui est là, qui est en ligne. Justice AVD, bonsoir à tous. Julien R3 qui est ici. Eh bien, sois le bienvenu Julien. Aviateur 59 qui est aussi parmi nous. Bienvenue notre ami Jordan, notre excellentissime modérateur. Petit lurk, des bisous, bonne émission à vous. Avec grand plaisir, mon cher Jordan. Donc écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, l'émission de ce soir, je suis tout seul à la présenter, mais on va retrouver Nico dans quelques instants qui déjà vous salue sur le chat. Alors rapidement, merci aux derniers followers. Il y en a eu quelques-uns, voilà, Nat du 05 qui a suivi Pierre Gloom. Panda Nirio avant-hier, on en a eu encore deux aujourd'hui, Enorme Singe et Earth Golden qui ont suivi la zone aéro, soyez les bienvenus, bienvenue Badinter 18 qui vient de se connecter également. Voilà, donc les gens nous rejoignent comme tous les mercredis soirs, donc c'est parfait. Et il y a aussi des gens qui sont en lurk là, qui sont branchés en arrière-plan sur le chat. Bon bah bienvenue à tous. Donc les followers c'est fait, les subs, ah oui, j'ai changé un petit peu le fonctionnement, donc ça doit se situer là-bas en bas à droite, vous voyez. Actuellement 6 abonnés seulement au bar de la zone, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il les amis? Prenez des abos, abonnez-vous à la zone aéro, soutenez la zone aéro, ça se passe comment? Eh bien juste en dessous, à votre attention, simulateur CO. Oui, simulateur CO, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Avec les points de chaîne, hein, vous pouvez faire des actions, ça se passe là-bas en dessous. Céline, salut Céline, bienvenue. Et Freeflight 30, notre ami qui nous rejoint. Écoutez, les subs, oui, donc je disais 6 abonnés les amis. Il faut vous abonner. Comment vous pouvez faire pour vous abonner? C'est pas compliqué. Vous cliquez en dessous sur sub, vous prenez un abonnement de 30 jours, et puis il n'y a pas de problème. Et même mieux, si vous avez un abonnement Amazon Prime, sachez que vous pouvez faire les Robins des Bois de Twitch. Comment? C'est très simple. Je vais vous mettre le lien Prime ici. Voilà, les deux petits liens qui apparaissent dans le chat. Vous cliquez sur le premier, vous rejoignez Amazon Gaming, et avec votre compte Prime, vous pouvez gratuitement, c'est gratuit, vous abonner à la chaîne. Donc en gros, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'argent qui va dans les sous de Jeff Bezos, vous le prenez, vous le mettez pour la zone aéro, et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on va pouvoir vous développer tout un tas de contenus supplémentaires. Voilà, salut le simulateur CO, bienvenue. Qui c'est qu'il y a d'autres encore qui arrivent? Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Donc merci à vous, et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça on fait monter le compteur qui s'affiche là-bas en bas à droite de l'écran. Voilà. Autre petite chose que je voulais vous annoncer, alors on ne le voit pas forcément bien, mais ça doit être ici en dessous là. Vous voyez par là, il y a quoi? Il y a Movember. Alors qu'est-ce que c'est que Movember? C'est, alors ça n'a rien à voir avec l'aviation, mais par contre c'est mois de novembre, une campagne de sensibilisation au cancer de la prostate, cancer des testicules pour les hommes. Il y a eu Octobre Rose, il y a Movember pour le mois de novembre, et c'est quoi l'anecdote? Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais je vais le mettre ici. Voilà, vous voyez, on se laisse pousser la moustache. Les hommes se laissent pousser la moustache pendant le mois de novembre, et si vous le souhaitez, pour soutenir un peu l'événement, vous pouvez faire des dons. Et pour faire des dons pour Movember, puisque l'intégralité est reversée à la Ligue contre le cancer, ça se passe en dessous dans la rubrique bio.
Donc vous descendez sur l'écran Twitch, et en dessous vous avez donc la bio, et dans la bio j'ai fait un petit pavé avec la moustache de Movember, vous cliquez dessus, et ça vous permet, si vous le souhaitez évidemment, de faire des dons à la recherche contre le cancer, et ça c'est pendant tout le mois de novembre. Voilà, donc c'est fait, moi je vais jouer le jeu, on va garder la moustache jusqu'à la fin novembre, voir ce que ça donne, donc n'ayez pas peur. Claudie, je viens à Montpellier le 19 novembre, je crois. Je ferai un passage à Nîmes. Si vous êtes là, Claudie, tiens-nous au courant. Alex, sans problème. Que dire d'autre encore? Je crois qu'on a fait le tour. Ce que je vous propose de faire tout de suite, les amis, c'est de poser ensemble le plan de vol de l'émission. Et comme ça, on voit ce qu'on fait ce soir. C'est parti. Allez, on est parti pour le plan de vol de l'émission de ce mercredi. Et on fait afficher le plan de vol de l'émission avec l'actualité du terminal, trois petites choses à vous dire. Ensuite, on retrouvera notre invité de ce soir. On ne va pas parler d'avion. Aujourd'hui, on va parler de drone. Avec Mickaël Gisseler, cofondateur de Freeway Prod, ce qui est une société de production d'images aériennes, si on peut dire. On détaillera ça avec lui juste après, qui est spécialisée dans la prise de vue par drone. Alors, vous les avez toutes et tous vues ces images, puisque Freeway Prod fournit, entre autres, des images sur le Tour de France et sur d'autres émissions comme Des Racines et des Ailes. Donc, on va détailler un petit peu tout ça, on va voir quels sont les moyens techniques qui sont mis à disposition pour faire ce genre de choses. Et si vous avez des questions à poser dans l'univers du drone et autres à notre invité, n'hésitez pas à le faire. Léger décalage son image. D'accord, c'est possible. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que du coup, j'ai rien changé. Bon, on va voir si ça s'aggrave ou pas, vous me dites. Peut-être qu'on changera de caméra après, on verra. C'est peut-être la caméra, on va voir. Ok. D'ailleurs, on va faire l'exemple tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, on dirait que c'est peut-être un peu mieux. Il y a encore un petit décalage, mais bon. Et une fois qu'on aura fini donc, la partie interview, vous le savez, 5 minutes avant la fin, on fait une séquence remise de gaz, foire aux questions, et vous pouvez revenir sur l'émission, sur des questions que vous n'avez pas pu poser, et on y répond évidemment en temps réel. N'hésitez pas, encore une fois, à participer sur le chat, à donner votre avis, à poser des questions. Voilà, vous avez les points de chaîne et vous avez tout ce qu'il faut pour qu'on vous voit, qu'on puisse vous répondre, même incruster vos questions sur l'écran sans aucun problème. Voilà, avant de lancer l'actualité du terminal, on va faire Alors, je tiens à faire un petit hommage. Je pense que Nico s'associera aussi à ça. Hop, voilà, Daphné Desrosiers. Alors les amis, je voulais rendre un petit hommage à Daphné. Pourquoi? Parce qu'elle nous a quittés il y a 2 jours. Elle était donc copilote sur Boeing 737 chez Transavia. Et Daphné était une figure emblématique de l'aéronautique, de l'aviation. Voilà, elle a été agent d'escale du côté d'Orly pour son démarrage. Elle a commencé par un PPL, c'était une vraie passionnée. Elle a été hôtesse, puis pilote professionnelle, puis pilote de ligne. Elle a travaillé chez Air Liberté, puis après elle est partie dans différentes compagnies pour arriver chez Transavia. Et c'était aussi une auteure de livres d'aviation, puisqu'elle a sorti plusieurs ouvrages autour de l'aviation historique, militaire. Bref, elle a signé un certain nombre de bouquins. On la voyait aussi du côté de l'Aéroclub de France comme figure emblématique des femmes aux commandes. Et c'était une bonne chose. Et en plus de ça, elle m'avait confirmé il y a déjà quelques mois une possible participation dans la zone aéro, malheureusement. Donc voilà, on tenait à déjà nous associer à la peine de sa famille. Voilà, présenter donc toutes nos condoléances à ses proches et puis lui dédier quelque part l'émission La Zone Aéro de ce soir. Et oui, elle écrivait aussi des articles dans tout un tas de magazines comme Le Fanat de l'Aviation, comme Aérobuzz, comme bien d'autres. Voilà, donc c'est une figure de l'aéronautique française en tout cas qui disparaît aujourd'hui. On pense bien fort à elle. Voilà pour la petite séquence hommage de ce soir. Alors, il fallait que ce soit Seb. fait. Oui. Oui, Nico. Non, c'est juste pour ajouter, en fait, oui, effectivement, c'était une autrice, comme on dit maintenant. Elle a écrit 2 bouquins assez intéressants, Les ailes du défi. Ouais. Et l'autre, c'était les ailes des forces spéciales. Ok. Voilà, c'était un beau livre où on voit un Hercule C-130 là, sur la couverture. Et ça relate en fait les opérations spéciales qui ont eu lieu par l'armée française, en fait.
D'accord. Voilà. Ok. Donc, elle faisait des beaux ouvrages. Ouais. Voilà. Ok, bah voilà, donc voilà, on tenait à lui rendre hommage justement à ce niveau-là. Bah écoutez, maintenant que tout cela est fait, je vous propose tout de suite de passer dans le vif du sujet et on attaque tout de suite par l'actualité du terminal. Et l'actualité du terminal ce soir, alors vous verrez sur trois petites news, et ben on va avoir quand même 2 news consacrées aux drones. Ça tombe bien, on est dans le vif du sujet. On commence par la photo que vous avez qui a été prise sur CNN des Rotax, donc des moteurs Rotax sur les drones kamikazes. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a des drones iraniens qui sont appelés donc les Mohajer 6, qui sont utilisés par l'armée russe en Ukraine. Et en fait, il y en a qui se sont fait attraper, on va dire comme ça. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient propulsés par des moteurs Rotax 912, qui sont des moteurs autrichiens. Alors, 912-914, on s'est demandé pourquoi des drones se retrouvent là-dessus. Alors, ces drones-là ont la possibilité d'emmener, je crois que c'est plusieurs centaines, enfin, pas plus, au moins une centaine de kilos de charge utile, donc pourquoi pas des explosifs ou ce genre de choses, hein. Donc c'était problématique, étant donné que le constructeur autrichien n'était pas forcément enclin à dire nous on fournit des moteurs de ce genre de choses. Il ne voulait pas cautionner. Donc il y a une enquête qui s'est déclenchée et on est en train de se poser la question de savoir d'où viennent les moteurs qui équipent ces drones-là. Alors évidemment l'image internationale de Rotax n'est pas très très bonne là-dessus, donc l'enquête a démarré et il y a des hypothèses déjà qui ressortent. C'est l'hypothèse de vol de moteur. Et oui, ça existe. Vol de moteurs, notamment sur des ULM. Et entre 2000, pour vous donner un ordre d'idée, hein, entre 2000 et 2021, il y a eu 130 moteurs Rotax qui ont été volés dans le monde. C'est quand même pas mal. Il y en a eu 36 en Angleterre, dont 2 récemment aussi aux États-Unis. Alors il y a une filière qui existe, en tout cas. C'est une filière de l'Europe de l'Est qui volerait quelque part les moteurs, qui les récupérerait, qui les enverrait ensuite dans les pays d'Est pour être reconditionnés, remontés et utilisés justement à des fins comme ce qu'on voit ici. Et ça déplaît évidemment fortement à la firme Rotax qui a autre chose à faire que de s'occuper de ce genre de choses, on s'en doute bien, et surtout avec la crise en Ukraine telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà. Donc, première actu, c'est ça. La deuxième actualité du jour, on reste dans les drones, puisqu'on va parler du service Prime Air, qui est lancé par Amazon. Alors, c'est quoi le service de livraison Amazon par drone? C'est ça, c'est le Prime Air. Donc, il y a 2 villes qui vont être lancées en test d'ici la fin 2022. Il y en a déjà une qui est en fonction à Lockford, en Californie, qui est desservie par des drones Amazon pour de la livraison. Et puis, il y en a une autre qui va se lancer là d'ici fin 2022, c'est College Station dans le Texas. Alors, il faut savoir que le projet a été initié en 2013, le projet Amazon de livraison par drone. Vous voyez un expérimental justement sur la photo. Il a coûté la bagatelle de 2 milliards de dollars. Et le drone a été finalisé techniquement en 2019, donc ça fait déjà quelques années. Mais malheureusement, pendant la phase de test, il y a eu plusieurs accidents même, puisqu'il y en a un qui a provoqué quand même un gros incendie, ce qui a entraîné des réserves de la Fédération aéronautique américaine, la FAA. Donc l'idée, c'est de tester un petit peu le service à un échelon un peu moindre, et donc de mettre en place une collaboration entre Amazon et l'université qui s'appelle Texas A&M University, qui est d'ailleurs une université américaine spécialisée dans le drone, où ils vont étudier un petit peu tout ça. Alors cela veut dire qu'il y aura des couloirs aériens spécifiques? Ça c'est une bonne question. Ils avaient essayé de livrer un frigo. Ouais, et c'est vrai que malheureusement, ça a été compliqué. Les bières ne sont pas arrivées fraîches. Google avait essayé donc un service du même type qui s'appelait donc le projet Wing il y a quelques temps, mais le problème de Google, c'était encore un autre problème, c'est que les drones de livraison étaient attaqués par les oiseaux, donc ça posait un certain nombre de problèmes. En France, alors on n'est pas les derniers de la classe non plus, puisqu'il y a La Poste.
Et oui, la Poste qui est en train de travailler sur un projet de livraison dans les zones inaccessibles, notamment les zones montagneuses qui sont compliquées d'accès par la route en tout cas, et qui est en train d'être étudiée pour être mise en place. Donc on est encore loin, ça on peut le dire avec certitude, d'un service de livraison par drone en Europe et encore plus en France, puisque vous voyez le temps qui passe et les choses qui ne sont pas encore au point. Il restera aussi l'aspect réglementaire à aborder et puis trouver des solutions pour ça. Voilà pour la deuxième actualité. On termine avec un petit tour du côté de la sécu civile avec deux actus. La première des choses, c'est un crash qui a eu lieu. Donc ça, c'est sur la photo de gauche. C'est un Canadair, donc un CL415 de la sécurité civile. Que je dise pas de bêtises. Oui, donc sécurité civile italienne qui s'est écrasée en Sicile. Voilà. Délicat à mettre en place. Oui, voilà, c'est ça. Crash de ce Canadair il n'y a pas très longtemps. Vous avez d'ailleurs peut-être vu les photos sur les réseaux sociaux, enfin même des vidéos, parce qu'on voit vraiment la passe et le crash. Alors je ne vous ai pas mis la vidéo ici, mais je vous ai mis la photo du Canadair juste avant, quelques secondes on va dire avant le crash. Le dernier crash au niveau des Italiens, c'était à Acciano en 2007. Avec un pilote décédé. Et donc pour celui-ci, si vous allez voir la vidéo, vous verrez, il y a un passage quand même très bas, dans un endroit qui est particulièrement escarpé. Il y a le largage qui est fait avec une trajectoire vraiment descendante, fort facteur de charge, et puis en fait, ça passe pas. Donc l'avion, il touche le sol, et on sent vraiment, on va dire, la puissance de la ressource. Vous pourrez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, et donc on va rester du côté des Canadair avec la deuxième photo, et peut-être 16 Canadair à la sécurité civile, mais voilà, à prendre avec des grosses pincettes. Pourquoi ? En fait, ça vient des annonces qui ont été faites par le président Macron, qui a signifié l'augmentation des moyens aériens d'ici la fin du quinquennat prévu donc en 2017. Sauf que si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des commandes de ces avions, de ces CL515, les nouveaux Canadair, il y a en tout et pour tout 22 intentions de commande qui ont été placées donc auprès des Canadiens. Sur ces 22 intentions de commande, il y en a 12 qui seraient précommandées par l'Union européenne dans le cadre du projet RESC-EU. Vous vous souvenez, on en a parlé du projet RESC-EU, donc la mutualisation des moyens pour lutter contre les incendies en Europe. Et sur ces 12 appareils, donc qui seraient dispatchés dans les différents pays, il y en a 2 qui seraient basés à Nîmes, sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes, mais qui dépendraient en fait directement de l'Europe. Donc ce n'est pas des Canadair français, c'est des Canadair qui seront basés en France, mais sous l'égide européenne. Et pour les 10 autres, pour arriver jusqu'à 22, ils seraient commandés en fait par d'autres clients. Donc en gros, ça veut dire qu'on en aurait déjà 22 à livrer pour l'Europe, pour les nouveaux clients, plus encore 12 autres pour la France. Autant dire que c'est illusoire d'avoir tout ça d'ici 2017. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il a été aussi abordé pour remplacer en tout cas amortir la livraison des futurs avions, d'utiliser des hélicoptères H225. Il y en a eu 2 qui ont été loués cette année et ils voudraient augmenter le nombre jusqu'à 10 pour l'année prochaine, donc hélicoptères bombardiers d'eau. Et on se base aussi sur d'autres projets, comme par exemple le projet Kepler, qui est un projet qui vise à utiliser l'intelligence artificielle pour anticiper les départs de feu. Et on pourrait mélanger un petit peu tout ça à tout ce qui est reboisement aussi des forêts qui ont été brûlées les années précédentes. C'est vrai qu'il y a eu des débats suite aux incendies de cette année. On a vu des centrales photovoltaïques qui fleurissaient plutôt que de replanter des forêts, c'était plus rentable. Donc du coup, il y a des annonces qui ont été faites et le président a même suggéré que les compagnies aériennes puissent mettre les mains à la poche, notamment celles qui font des trajets courriers, et à hauteur quelque part du CO2 qui va être rejeté dans l'atmosphère, compenser un peu avec une sorte de taxe verte, entre guillemets, pour reboiser justement des forêts. Donc à suivre, hein, on est encore sur des annonces et on va voir comment est-ce que tout cela va se mettre en place. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous lis rapidement. Donc justice AVD, avec la multiplication des feux en Europe, c'est pas énorme.
Non, on est d'accord. Alors après, chaque pays a aussi ses propres forces à mettre en place. Et après, il faut coordonner un petit peu tout ça. Donc, on peut avoir une force de frappe qui soit importante. Reste encore, comment dire, la vitesse d'exécution et comment dire, la vitesse d'intervention sur le foyer en question. Le simulateur CO, un hélico n'a pas la même capacité qu'un Canadair en termes d'eau et de retardant. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et bonsoir Nabobinable, bienvenue. C'est la première fois sur le chat, donc sois le bienvenu. Attache ta ceinture, on est dans la zone aéro jusqu'à 22h à peu près, un peu moins. Voilà, écoutez, si tout le monde est OK, on va passer à la séquence du jour. Notre invité, donc séquence au sol et en vol, et on va retrouver, et Fred qui arrive sur le chat, bienvenue Fred, on va retrouver donc notre invité et Nicolas dans quelques instants. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, si, je voulais vous dire par rapport à la sécurité civile, que prochainement, normalement, on vous reconfirmera la date, on parlera programme en fin d'émission, on devrait avoir un commandant de bord Canadair qui devrait venir ici, au bar de la zone, pour discuter un petit peu avec vous de son métier. C'est plutôt pas mal, hein? Voilà, à confirmer, on vous donnera la date. On lance la séquence. En effet, première fois, merci de votre accueil. Merci à toi d'être ici. On lance la séquence, on a dit donc au sol et en vol, et on retrouve Michael Gisseler pour parler drone ce soir dans la zone aéro. Hop, et donc on va basculer en incrustation. Et nous voici revenus avec Michael, qui est sur la gauche de votre écran, et notre ami Nicolas, qui est aussi en live depuis chez lui, là-bas derrière. Messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être présents. Ça nous fait bien plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous entendez bien? Atelier. Pas de problème technique? Non, tout va très bien. Bon, parfait. Alors, je suis dans mon atelier là aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, tu travailles sur tes maquettes en même temps. C'est parfait. Merci Nico pour ton intervention par rapport à Daphné et les bouquins. C'est vrai que je ne les avais pas cités, mais on peut, je pense, les trouver sur plein de boutiques en ligne. Hein. Oui, je mets dans les librairies. On peut les trouver facilement. Hein. C'est assez récent, hein, donc Ok. on peut les trouver. C'était une figure, oui, du milieu aéronautique que je voyais passer souvent sur Facebook. Et puis, voilà, j'avais lu quelques articles aussi là sur les revues avec lesquelles elle participait, quoi. Ouais. Ok. Eh bien, passionné. Voilà. Ouais. Merci, Michael, d'être avec nous ce soir et d'avoir répondu présent à notre invitation. Et c'est vrai que c'est une première un peu pour nous, puisqu'on va arrêter de parler d'avion, on va parler de drone ensemble. Est-ce qu'avant de démarrer, on peut faire la traditionnelle petite minute de présentation? Donc, je vais lancer un petit chrono et en 1 minute, nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Très bien, mais bonsoir à tous. Freeway Prod a été créé il y a 12 ans maintenant. On s'est lancé dans le drone en fait à ce moment-là parce qu'on a estimé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans la prise de vue aérienne. Moi à la base je suis réalisateur, hein, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier-là et donc on s'est intéressé à l'outil drone, l'outil de prise de vue drone. Donc on a commencé donc il y a 12 ans, on était parmi les premiers avec toute modestie. On était à peu près 4 ou 5 en France à avoir commencé dans l'industrie du drone. Alors c'est vrai qu'au début, le drone, il y a 12 ans, ça volait 1 minute et ça tombait tout le temps, parce que c'était quand même pas très fiable. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, avec acharnement et on y croyait beaucoup, on y a cru, on a tenu, et puis en fait, on a avec du temps et avec de la passion, en fait, on a réussi à décrocher des contrats tels que pour le Tour de France, par exemple, il y a 10 ans. Donc voilà, et aujourd'hui, en fait, on fait quasiment que ça. On fait que 100% de notre activité et de l'aérien, en fait, ce qui n'était pas le cas au début de Freeway Prod. Au début de Freeway Prod, il y a 12 ans, on faisait 95% du tournage au sol et 5% du tournage aérien. Et là, la tendance, ça va vraiment changer parce qu'on s'est spécialisé.
et on est voilà, donc on tient la barre, on garde toujours notre passion de la prise de vue aérienne et on est toujours présent. D'accord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à les poser dans le chat et nous, on les incrustera sans souci. Alors, petite question, Mickaël. Tu parlais justement de votre évolution technique depuis les tournages au sol jusqu'au tournage en vol. Comment est-ce que vous vous êtes, comment dire, associé à cette évolution technique qu'ont représenté justement les drones depuis à peu près une bonne dizaine d'années? En fait, au début, quand on a commencé, moi j'avais envoyé quelques mails à DJI, à Shenzhen, pour leur dire qu'on travaille sur le Tour de France et qu'on aimerait bien avoir un sponsoring de leur part. Et en fait, ils ont répondu favorablement tout de suite en nous envoyant alors, plein de boîtes, plein de drones en test, etc. Donc ça, c'est une première évolution. On a même été invité en fait à Shenzhen chez DJI pour développer la Spire 1 à l'époque. Donc c'est vrai que nous, on suit de très très près en fait l'évolution technologique des drones et on s'aperçoit que ça évolue mais presque tous les mois, quoi. Donc il faut qu'on soit vraiment très au courant de ce qui se passe pour pouvoir proposer d'autres nouvelles techniques de prise de vue à nos clients, comme le Tour de France ou d'autres clients, parce que c'est vrai qu'on a des drones nous, qui sont capables de porter jusqu'à 12 kilos d'emport, qui sont très très lourds, qui portent des caméras à cinéma, et on a d'autres drones qui pèsent 200 grammes. Donc, entre le drone qui pèse 12 kilos et celui qui fait 200 grammes, il y a une vingtaine de drones qui sont au milieu. Et donc, nous, on a toute cette panoplie de drones-là que moi, j'appelle des outils de prise de vue. Ça veut dire que quel outil on va prendre pour quelle production et par rapport à ce que le réalisateur ou la production va nous demander, qu'est-ce qu'on va utiliser et comment on va l'utiliser. Donc c'est vrai que la technique évolue tout le temps et nous, on se doit en tout cas d'être au courant de ce qui se passe. Ouais. D'accord. Comment vous avez proposé en fait vos services? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Parce qu'on pourrait penser que des chaînes de télévision comme le service public, comme France Télévisions, ont des services de prise d'image, ont ce genre de choses et ne se tournent pas forcément dans l'inconscient collectif vers des sociétés privées pour réaliser ce genre de choses. Comment vous les avez démarchés? En fait, on n'a pas trop démarché. En fait, le Tour de France nous connaissait de réputation, parce qu'on avait fait d'autres tournages qui étaient assez importants. Et en fait, c'était l'anniversaire du Tour de France, pour la 100e du Tour de France, et ils voulaient, pour cette année un peu spécifique, apporter une nouvelle technique, une nouvelle façon de filmer. Donc, ils nous ont appelés pour nous demander ce qu'on pouvait proposer. Alors, beaucoup de nos concurrents ont proposé, en fait, ce qu'on lui a un appel d'offres, ont proposé de filmer les coureurs, en fait, avec un drone. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a proposé, parce qu'on sait que les hélicoptères le font très bien, et voire mieux qu'un drone. Donc, on a proposé de filmer le patrimoine de manière un peu différente et de pouvoir mixer nos images avec les hélicoptères. Et là, ça les a séduits parce qu'en fait, pour le coup, on avait vraiment une approche du patrimoine qui était très différente des hélicoptères. Et ce qui, en plus, les intéressait, c'est ils pouvaient libérer un hélicoptère plus sur la partie sportive que sur le côté patrimoine. Donc, nous, on a commencé il y a 10 ans, en fait, pour le Tour de France, on a fait une dizaine d'étapes patrimoine. Là, cette année, on en a fait plus de 53. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie évolution, une vraie demande du public aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, les hélicos sont vraiment concentrés sur la course, sur les vélos. Alors, c'est vrai que quand il y a un château, l'hélicoptère va tourner autour et ils vont passer nos images en raccord. Pour passer le relais, pendant que nos images passent, l'hélicoptère peut partir, lui, sur la course de vélo et ainsi rien rater. Oui, d'accord. Alors justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais parce que j'avais cru, enfin pas que j'avais cru, c'est que j'avais lu même sur les réseaux sociaux pendant les diffusions du Tour de France, une question où une personne demandait, je crois que c'était sur Facebook, elle disait mais comment c'est possible que les drones arrivent à voler aussi près avec les hélicoptères à côté? Mais je crois que tout est séparé en fait, ça n'a pas lieu le même jour. Non, ça n'a pas lieu le même jour parce que nous, on travaille sur les étapes du Tour de France 4 mois avant le grand départ, à peu près. Donc, nous, en fait, on enregistre tout en amont, tout le patrimoine. Alors, nous, c'est vrai que mon cahier des charges à moi, c'est de tourner quand il fait beau, donc avec un ciel bleu, avec un beau soleil. Et donc, toutes les étapes que je tourne sont sous le soleil. Pendant le direct, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Hein. Donc, ça veut dire que si les hélicoptères sont sur le direct et qu'il fait beau, donc on est raccord en image. Si il pleut, en fait, le présentateur va
va expliquer qu'on a tourné nos images en amont. On a fait un direct en fait pour le Tour de France au Louvre, quand les coureurs passaient au milieu du Louvre, parce que la grue en fait ne montait pas assez haut pour avoir une belle vue du Louvre, et l'hélicoptère au-dessus de Paris, donc lui est beaucoup trop haut. Donc nous, on était entre les deux en fait. Donc on a proposé aussi ce direct-là qui a été très bien. Donc voilà, mais c'est vrai que pendant le Tour de France, nous, les images ne sont pas en direct, elles sont tournées en amont. Donc du coup, tu peux suivre les étapes à la télé comme tout le monde. Exactement, en fait, moi je ne vois pas de vélo quand je tourne sur le Tour de France, je vois aucun vélo. Alors par contre, je vois que les routes sont refaites par les comment dire, les mairies, par les conseils généraux, etc. Donc les routes sont neuves, mais par contre, c'est vrai que je ne vois pas de vélo. C'est une certitude. Ouais. Un Tour de France sans vélo. C'est un pré-Tour de Sans France. vélo. Alors, on va déjà peut-être prendre quelques questions, puisque ça commence de réagir un petit peu sur le chat. On va commencer par une question de lesimulator.co. Faut-il un permis spécial pour piloter un drone ou une simple autorisation sur zone spécifique suffit? Alors oui, il faut des permis spécifiques, surtout quand on est professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà que la société soit enregistrée auprès de la DGAC. Il faut que les pilotes aient leur brevet aussi théorique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, en fonction de l'endroit où on va voler, ça demande beaucoup d'autorisation. Donc on peut pas, voilà, c'est compliqué en fait quand on est professionnel. Enfin, c'est compliqué, c'est un métier. Voilà, mais oui, il faut plusieurs autorisations. Et aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à faire nos demandes d'autorisation qu'à tourner proprement dit. Ah, c'est exactement la question que je voulais poser dans la foulée, justement. Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement à plus faire de paperasse que le métier lui-même, quoi? Oui, c'est ça. En fait, il y a une évolution aussi sur la législation sur les drones professionnels. C'est qu'il y a 5 ans, on faisait beaucoup moins de demandes d'autorisation. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus. Ça veut dire que, par exemple, les protocoles avec les bases militaires, les protocoles avec les aéroports, les aérodromes, même une piste ULM, on doit quand même se signaler, expliquer où est-ce qu'on va voler, quelle attitude on va prendre, quelle direction on va prendre, etc. Donc, on doit informer en fait notre environnement aéronautique de là où on va voler, parce qu'en fait, le drone, dès qu'il décolle, dès qu'il est à 1 cm du sol, il est dépendant de la DGAC. C'est-à-dire qu'on est considéré comme un hélicoptère ou comme un avion. Donc, ça veut dire que dès qu'il décolle, il faut qu'on soit signalé en fait un petit peu partout. D'accord, très bien. Autre question. D'Aviateur 59, vous utilisez plus de drones style hélico, style avion? Alors, on utilise des drones, alors je ne vois pas ce que c'est trop. Alors, c'est pas du tout style hélico ni style avion. Alors, style avion, je pense que vous faites référence peut-être aux ailes. Donc, nous, on n'utilise pas d'ailes parce qu'en fait, c'est pas stationnaire. Et nous, on a besoin d'avoir du stationnaire aussi de temps en temps. Style hélico, alors c'est pas du tout hélico parce qu'on est toujours dans le mouvement quand même. Même si parfois on fait du stationnaire, on est quand même toujours dans le mouvement, plus ou moins lent. Mais en tout cas, c'est le drone, c'est vraiment un outil qui est très différent de l'hélico et d'un avion. En fait, il est vraiment intermédiaire. Parce que l'hélico, lui, peut aller très très vite. Hein. Ça, c'est une chose que nous, on ne peut pas faire. Sauf des drones racers, on peut aller jusqu'à 200 km/h avec des petits drones racers, mais c'est encore une autre technique. Mais en fait, même sur un Dakar, parce qu'on fait le Dakar, il y a 10 hélicoptères, par exemple. Nous, on nous demande de surtout pas faire un 11e hélicoptère. Ils n'ont pas besoin de nous pour avoir un 11e hélicoptère. Ouais. Donc, on doit faire du drone. Donc, du drone, c'est quoi? C'est vraiment être très au contact, très basse altitude. Donc, voilà, ça se rapprocherait plus de l'hélico que de l'avion. Oui, ok. Petite question suivante. Nabominable, travaillez-vous uniquement avec des drones G, donc de la marque G, ou en utilisez-vous d'autres, ou les développez-vous vous-même? Alors, on ne travaille pas qu'avec des drones DJI, on travaille avec des drones Freefly. Ça, c'est des drones américains, en fait, qui permettent c'est des gros porteurs, hein, qui permettent de porter jusqu'à 12 kilos. Donc, ce sont vraiment des gros drones. DJI, aujourd'hui, en fait, n'est pas capable il n'y a pas de drone DJI sur le marché capable de porter autant de poids. Donc, il a fallu qu'on aille chercher ailleurs. Et Freefly, donc, est une marque américaine qui est très sérieuse et qui... leurs drones sont vraiment très très performants parce que on a vraiment comment dire
une façon de travailler un petit peu comme en avion, c'est qu'on a une checklist en fait qui est dans l'application de FreeFly et tout est paramétré et tous les feux doivent se mettre au vert, etc. Donc voilà, on n'utilise pas que les drones DJI. Alors on fait aussi nos propres drones, comme les drones Racer qui vont jusqu'à 200 km/h. Ça, on les fait nous-mêmes avec nos moteurs, avec nos télécommandes, etc. Donc, mais plus ça va aujourd'hui et moins on a besoin de sortir de postes à souder et de fabriquer nos propres drones. Ouais. Oui, parce qu'il faut un service aussi peut-être spécialisé, il faut de la programmation, il faut du temps, quoi, finalement. Oui, mais la programmation, c'est pas ce qui est le plus compliqué, en fait, de programmer le drone avec la carte de vol, etc. Faire son drone aujourd'hui dans son atelier, c'est pas ce qu'il y a de plus technique, en fait. Hein. C'est pas trop compliqué de le faire. Mais maintenant, encore une fois, il y a des drones sur le marché qui sont RTH, comme on dit, hein, et prêts à voler. Donc, ça veut dire qu'ils sont, vous l'achetez, en fait, vous branchez la batterie et puis ils volent tout de suite. Donc plus ça va et plus les constructeurs en fait se sont mis sur ce marché-là en fait où voilà on a les gens veulent du prêt à voler, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, notre atelier, il y avait 4 postes à souder, il y avait des fils de partout. Enfin, c'était vraiment l'atelier vraiment du soudeur. Enfin, voilà, on assemblait nos drones. Aujourd'hui, l'atelier, il est nickel, c'est des boîtes, donc on n'a plus besoin de fabriquer nos propres drones. Ouais, d'accord. Et oui, effectivement, Sanglier Volant qui dit les technologies n'étaient peut-être pas les mêmes non plus. On en reparlera un petit peu après. On a le même problème en ULM, la législation risque de devenir plus dure, oui, aussi. Une autre petite question de Justice AVD. Bonsoir, faut-il une formation obligatoire pour piloter un drone en amateur ? En amateur, il n'y a pas besoin d'une formation obligatoire. Il n'y a pas besoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voir sur Géoportail en fait l'endroit où vous pouvez voler. Il n'y a pas besoin de formation en fait pour être amateur. C'est vraiment quand on rentre dans un cadre professionnel où là, c'est obligatoire. Mais il n'y a pas besoin en fait quand vous êtes amateur. D'accord, mais il faut quand même se tenir au courant on va dire, de la législation et de savoir effectivement où on va envoyer le drone. Enfin, ne pas l'envoyer à côté d'un aéroport, ça paraît logique. Ça paraît tout à fait logique, mais même d'autres exemples. Par exemple, si on imagine qu'on habite dans un endroit où il y a très peu on n'est pas en agglomération, donc on se dit, tiens, il y a une forêt avec des champs, donc il n'y a rien à perdre de vue à part des vaches. Il faut quand même aller voir sur Géoportail, à regarder la carte aéronautique, parce que ça peut être un couloir militaire. Donc, on peut avoir des jets qui passent à très basse altitude. Donc, c'est une zone qui va être rouge. Ou une zone où il y a des animaux, enfin des oiseaux qui sont protégés aussi. Donc, même si visuellement on se dit il n'y a rien, je peux voler ici, c'est faux en fait. Il faut vraiment aller voir sur Géoportail et se renseigner de l'endroit où on peut voler pour vraiment être serein. Parce que si je prends le cas de Chambord, bon, c'est un château, mais tout autour, il y a quand même 5000 hectares de forêt où il n'y a rien. Mais en fait, c'est un couloir militaire. Oui. Les jets passent très bas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention et aller sur Géoportail pour bien se renseigner où est-ce qu'on peut voler. Ok. Et dernière petite question avant de continuer une petite question. L'expo. On pose celle-là, Nico, et je te laisse poser la tienne juste après. Les drones sont-ils équipés d'un système ACARS? Donc, pour les non-initiés, le système ACARS, c'est des systèmes qui communiquent entre eux pour s'éviter, qui sont installés dans les avions, pour éviter les autres appareils avec un transpondeur, ou sont-ils soumis au contrôle aérien? Alors, oui. Alors, le transpondeur, nous, on a des petits boîtiers, en fait, qu'on doit mettre sur nos drones, qui sont un petit peu comme des transpondeurs. Ça veut dire que la police des drones, qui est notamment à Paris ou à Marseille, dans les grandes villes, c'est pas encore développé partout, mais les polices anti-drones, donc il y en a qui sont dans les grandes villes. Donc, nous, on a fait un concert à Paris, un gros concert. Donc, on était escortés, on était entourés de la police des drones. Et avec ce petit transpondeur, en fait, ils arrivent à voir tout, en fait, à qui appartient le drone. Ils arrivent même à voir notre altitude, nos déplacements. Et ils peuvent même, s'ils voient que notre drone n'est pas dans la zone autorisée, ils peuvent même prendre la main sur notre machine et le faire poser. Ouais. Donc, ça, c'est une première chose, en fait, sur les drones professionnels qu'on a, donc ces petits transpondeurs. Et sur la première question, en fait... sont-ils équipés de système ACARS, donc c'est ça, et sont-ils soumis au contrôle aérien?
Contrôle aérien, non, mais par contre, sur les nouveaux drones, comme le Mavic 3 professionnel, là, il y a ce qu'on appelle un système anti-collision avec les autres aéronefs. Alors, les autres aéronefs, j'entends bien, ce sont les drones. Donc, si on vole dans un endroit où il y a plusieurs drones, il va y avoir il y a un système anti-collision. Maintenant, je ne pense pas que ça marche avec les hélicoptères ou avec les ULM, etc. Oui, d'accord. Nico, tu voulais poser ta question? Oui, j'ai une petite question là. Justement, tu parlais un peu de pour les amateurs là, qu'il fallait avoir une connaissance. Hein, tu disais aller voir sur Géoportail tout ça pour les zones. Donc, tu parlais aussi tout à l'heure d'un brevet théorique. Est-ce que c'est le PPL qui a passé ou alors c'est un brevet spécifique drone Alors, il n'y théorique? a pas de brevet spécifique drone, malheureusement, je dirais, parce que c'est comme le PPL, effectivement. C'est un brevet théorique voilà, qu'on doit passer. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se bagarre, qu'on essaie de convaincre la DGAC de faire passer un brevet drone spécifique, parce qu'en fait, nous, on s'aperçoit que le brevet PPL ou le brevet théorique qu'on a tous eu, en fait, n'a rien à voir avec ce qu'on a réellement sur le terrain quand on fait du drone. C'est-à-dire qu'on nous apprend des météos qui sont, je ne sais pas à combien, à 3000, 4000 pieds. On nous apprend à essayer de comprendre en fait la météo, les nuages qui sont en très haute altitude. Sauf que nous, on n'est pas autorisé à aller au-delà de 150 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire que ce qu'on apprend ne sert à rien sur le terrain. Et donc, moi, je trouve que ce serait vraiment très, très bien pour les professionnels d'avoir un brevet théorique et pratique vraiment dédié au drone. Oui, parce que niveau de navigation, c'est pareil, vous n'avez pas vraiment besoin de connaître la navigation. Non, non, du tout. En fait, on n'a pas besoin du tout d'apprendre la navigation aéronautique, en tout cas comme un avion ou comme un hélicoptère, parce que c'est quelque chose Voilà. Enfin, moi, en tout cas, ça fait 12 ans qu'on fait du drone. J'ai jamais eu, je me suis jamais dit, tiens, le brevet théorique, il m'a vraiment servi. Jamais. Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, peut-être qu'ils ont fait ça aussi pour nettoyer un petit peu le métier. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de passer ce brevet théorique. Concrètement, c'est pas du tout la même chose qu'on a quand on est professionnel et quand on travaille sur le terrain. Ouais. Ça, à la limite, vous avez un site aussi. Il faudrait plus faire de l'aérologie. On va dire Oui. basse altitude, comme le vol libre par exemple ou ce genre de choses. Basse altitude, oui, c'est ça. Et puis même d'avoir des questionnaires aussi sur la préparation du vol. Comment on fait quand on est en pleine ville, comment on fait quand on est à l'extérieur, comment on fait quand on a un octocoptère qui perd un moteur, comment on va gérer son stress, comment est-ce qu'on ramène l'appareil en toute sécurité. Il y a eu beaucoup de choses comme ça en fait qu'on n'apprend absolument pas en fait sur un brevet théorique. Alors on l'a un petit peu sur la pratique qui est obligatoire encore aujourd'hui. Donc il y a encore la pratique, on l'a pas sur des petits drones en fait type Mavic. Donc c'est bien, mais c'est un 4 moteurs. Après, nous, on vole sur des bimoteurs. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas très spécifique comme brevet. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez aussi un site spécial pour ce qu'on appelle pour nous, les pilotes, des NOTAM, qui explique un peu, par exemple, tu parlais de zones basse altitude là, pour les avions de chasse. Ou est-ce que tu vas voir sur les NOTAM en fait, de pilotes pour savoir s'il y a des zones temporaires qui sont actives ou Nous, en fait, on regarde systématiquement les NOTAM, on regarde systématiquement, oui, les zones militaires, donc on prévient les militaires par mail, les aéroclubs, les aéroports, et on fait les NOTAM aussi, oui, tout à fait, on rédige les NOTAM, ou alors c'est vraiment les militaires qui nous envoient leurs NOTAM, donc il y a vraiment des échanges qui sont faits, en fait, entre nous sur chaque prestation. Ouais. D'accord. Ok. Et une question un peu là, parce que tu parlais d'une gamme de drones que vous avez, hein, qui peut prendre 12 kilos, c'est ça? Oui, c'est de 12 kilos, 12 kilos. De 200 grammes, ouais. Et 200 grammes. Et donc je suppose que c'est un tout petit drone, plus ou moins assez petit, quoi. Et j'ai une petite question pour le cinéma, est-ce que ça peut remplacer une Steadicam? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors le petit drone, non. Le gros drone, le drone intermédiaire qui s'appelle l'Inspire 2 avec une caméra full frame avec des optiques fixes remplace le Steadicam et la grue sans aucun problème. Parce qu'on peut tourner en 6K avec un codec Cinema DNG, donc je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, on est sur du top qualité. En fait, on a même fait des films pour le cinéma avec cet équipement-là. Le petit drone de 200 grammes, en fait, là, on l'a utilisé sur un documentaire avec Thomas Pesquet au Mont Blanc, parce qu'en fait, Thomas Pesquet descendait dans une crevasse, hein, et l'idée, c'était d'envoyer notre drone à l'intérieur de la crevasse avec Thomas Pesquet sans le blesser. Ce petit drone qui est de 200 grammes, les hélices sont carénées, donc elles sont protégées. On met une GoPro 8 dessus, qui est quand même en 4K, et en fait, on arrive à se refiler vraiment partout. Donc, c'était, voilà, pour revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que chaque drone a vraiment une utilité très, très spécifique. Ouais. D'accord. Donc vous avez aussi travaillé pour le cinéma. Oui, on a fait des longs métrages. On a fait Jean-Jacques Hano il n'y a pas longtemps. On a fait en roue libre aussi. On a fait pas mal. Netflix, on en a fait quelques-uns, ouais, tout à fait. Alors, si on prend les gros drones de 12 kilos, on porte des caméras de cinéma parce que le chef opérateur et le réalisateur veulent une caméra de cinéma. Ou alors, on prend des drones un peu plus légers et ça marche aussi très bien, quoi. D'accord. Et c'est pour quel type de scène, en fait, pour le cinéma? Alors, on a fait des scènes de poursuite de voitures, souvent, en fait, où on a fait un film, alors j'ai plus le titre en tête. En fait, on a fait une journée que des raccords, en fait, de la voiture qui se baladait en ville, la nuit, dans la forêt, qui était un petit peu partout. Ou alors, on a fait une fiction aussi avec des gendarmes, où là, c'était vraiment pour faire des suivis, un petit peu comme une grue, et puis des scènes d'action en général. Voilà, en gros, c'est ça. Mais parfois, en fait, on s'aperçoit que le réalisateur connaît l'outil drone, donc il va vraiment utiliser la caméra comme un drone. Donc on va pas être en dessous de 2 mètres. Et d'autres réalisateurs qui connaissent pas l'outil, en fait, il va nous faire voler à 2 mètres d'altitude. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'effectivement, autant prendre un Steadicam ou une grue avec une voiture. Ouais. Et une petite question peut-être un peu débile, hein, mais ça c'est ma particularité. Par exemple, s'il y a une scène avec un avion de 14-18, avec un vrai avion, hein, avec un pilote dedans, est-ce qu'un drone peut le suivre pour le tournage d'une scène, par exemple? Bon, il va monter à 1500 pieds, 2000 pieds peut-être. Est-ce qu'un drone pourrait le suivre pour faire des images extraordinaires, quoi? Alors, c'est pas une question débile du tout, hein, parce qu'effectivement, un drone peut le faire. Alors, encore une fois, je pense que Éric Magnan le ferait beaucoup mieux que nous, mais en tout cas, nous, on peut le faire avec un drone racer qui peut aller à 200 km/h. Faudrait le tester, mais je pense que c'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'on n'aura pas, nous, un plan en fait qui va durer plus d'1 minute. C'est un plan on va aller à fond de balle derrière lui, enfin peut-être pas derrière lui mais plutôt sur le côté. Et en fait, on risque d'avoir, oui, un plan de 15, 20, 30 secondes. Mais je pense que c'est réalisable. Ouais. D'accord. Okay. Bon, intéressant. On va garder, il y a des petites questions encore qui arrivent que j'ai mises de côté, qu'on va garder justement pour la suite de l'émission. Il y a le sanglier volant qui parle justement de connaître la météo, de prédire, et qui nous dit qu'en ULM, on apprend des phénomènes qui se passent à des altitudes où on n'aura jamais, etc. Mais que, quelque part, c'est plus de la culture générale. Mais effectivement, on pourrait l'orienter un peu plus sur l'aspect drone. En tout cas, merci le sanglier volant d'être passé. Est-ce que, Mickaël, tu as, parce qu'on parle d'images, on parle plein de choses, est-ce que tu as des photos ou des images je ne sais pas, de ce que tu as pu faire ou du matériel à nous montrer, à nous commenter en même temps? Du matériel à montrer, oui, il faudrait que j'aille peut-être sur le site pour montrer le matériel. On a plusieurs types de matériel. Alors, je partage mon écran. Voilà, alors le temps que tu partages ton écran, je rappelle à tout le monde que vous pouvez éventuellement soutenir la zone, comme d'habitude. Hein, vous pouvez poser vos subs. On en a combien? 6? On en a 6. Il faut faire augmenter ce nombre-là. Allez-y les amis, et utilisez vos primes aussi, on le dit souvent. Voilà, ça y est, hop, on a l'écran partagé.
Magnifique. Donc ça, c'est donc le FreeFly Alta 8 dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le drone qu'on a. Ça, c'est un tournage à Versailles pour la NHK, par exemple. Ah ouais. Donc ça, sur ces drones-là, en fait, on met de la caméra Alexa Mini ou de la RED. Hein, ça dépend, en fait. Voilà. Ça, c'est de la RED, un Monstro, donc on peut tourner en 6K avec des optiques fixes, etc. Alexa Mini. En général, c'est sur des films ou de la publicité qu'on utilise ce genre de drone. Alors, il faut être combien? Parce que là, on voit qu'il y a des objectifs partout, il y a des nacelles, il y a tout un tas de choses. Il faut être plusieurs pour pouvoir piloter et faire en même temps la prise de vue? Mais la dernière fois, on a fait un clip pour Aya Nakamura, que vous connaissez peut-être ou vos enfants connaissent peut-être. En fait, on était quatre. Donc, il y avait le pilote, il y avait, moi, j'étais le caméraman, il y avait quelqu'un qui s'occupait du point et quelqu'un d'autre qui s'occupait du gaffe. Donc, on était quatre sur le drone, on était cinq, et quelqu'un qui s'occupait du zoom. Donc, on était cinq sur le drone. Ouais. Après, pour le faire voler, il y a juste un pilote qui le fait voler. On n'est jamais deux. Hein. Ouais. D'accord. Et comment vous vous coordonnez justement tous ensemble? Parce qu'il faut envoyer le drone à un moment donné, il y en a un qui faut qu'il balaye avec le truc pendant que l'autre zoom. Comment vous vous coordonnez? Alors, la coordination entre le pilote et le caméraman, en fait, c'est vraiment quelque chose de primordial et de très important pour nous. En fait, nous, enfin, en tout cas chez Freeway, on met l'accent sur l'image. C'est-à-dire que c'est le caméraman qui donne les directives au pilote et jamais l'inverse, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant de faire décoller un drone comme celui-ci, on se met d'accord sur le plan, on se met d'accord sur la direction, on se met d'accord sur l'altitude et ce qu'on va faire. Avec ce type de drone-là, on ne peut pas se dire on va voir en l'air ce qui se passe. C'est pas possible parce que le temps de vol avec un emport de 12 kg est de 6 minutes. Hein. Ouais. Donc, quand on a 6 minutes de vol avec un drone comme ça et parfois 100 000 € de matériel, on ne peut pas se dire on verra ce qu'on fait en l'air. Donc, c'est vraiment une coordination entre les deux. Et on sait, nous, que le binôme, quand on a un bon binôme, les images sont très bien. Quand on a un mauvais binôme, ça ne fonctionne pas. Ok. Donc il y a du facteur humain à plein tube là-dedans. Énormément. Pour moi, le facteur humain, il est de 50% en fait. Hein. La technique, on la connaît, on la maîtrise, mais le facteur humain, c'est ce qui est le plus important. Et on a toujours eu des difficultés en fait à trouver des bons pilotes. Bon, maintenant, ça va, après 12 ans d'expérience, heureusement qu'on a des bons pilotes, mais on a quand même eu pas mal de difficultés à trouver des bons caméramans et des bons pilotes, avec une notion d'image. Et comment Et vous les c'est pas évident. sélectionnez justement? Ils vous envoient des rushs et toi tu te réunis peut-être avec des collaborateurs en disant bah tiens il y a lui, tiens il y a lui, ça sera intéressant. Oui, c'est ça. En fait, moi, quand on m'envoie un CV ou une lettre de motivation, je regarde même pas parce que c'est pas ça qui va me faire décider. Je veux voir des images et je veux savoir sur quelle machine en fait ils pilotent, ce qu'ils ont fait avant, etc. Donc après, je vois tout de suite en fait si quelqu'un a le sens du cadre, s'il va chercher un contre-jour, s'il va chercher un flair. Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis caméraman à la base depuis très longtemps, donc je sais que quand j'avais ma caméra au sol sur un trépied, j'étais toujours embêté par un poteau électrique, une voiture, un camion, etc. Donc l'axe caméra, il se réduisait beaucoup. En fait, en aérien, en fait, il y a quasiment pas de limite parce qu'en fait, quelle altitude on va prendre, quelle position on va prendre, quelle optique on va mettre, quel mouvement on va faire. Donc il y a tellement de paramètres de créativité, on va dire, que faut vraiment faire des choix et c'est pas évident. Donc c'est tout de suite on arrive à voir si le caméraman a vraiment un œil aiguisé à ça ou pas. Ok. Finalement, vaut mieux être caméraman avant d'être pilote de drone, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Nous, en fait, on recrute surtout des gens qui ont un passif d'image. En fait, nous, on préfère même former des gens d'image au drone que former des pilotes de drone à l'image. C'est pas possible, en fait, parce que il y a toujours cette petite partie de, comment dire, de créativité, donc c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre. Donc le piloter un drone, en fait, moi j'ai toujours dit que c'est pas des gros drones comme ça, mais un drone c'est pas compliqué à faire voler. Surtout aujourd'hui avec tous les automatismes qu'on a, c'est franchement pas compliqué, quoi. Ok. Justement, on parle d'automatisme. Là, il y a le dernier DJI là, qui est sorti, qui s'appelle Avata, où on est carrément avec des lunettes qui retransmettent l'image. On est à l'intérieur du drone. Quel est ton regard sur ces nouvelles technologies qui arrivent?
Eh ben moi, j'ai un très bon regard face à ça, parce qu'en fait, parce que le drone Avatar, d'ailleurs, nous, on va le commander, hein, parce qu'en fait, je trouve que, bon, je coupe le son, je trouve que l'Avatar, en fait, bon, il y a pas mal de pilotes FPV, comme on dit, qui critiquaient un petit peu, mais en fait, c'est un très bon drone, qui est très facile à piloter et qui a beaucoup d'automatisme et qui fait quand même des belles images. La caméra est quand même pas mal. Et en fait, ce qui va nous permettre, nous, d'éviter en fait d'appeler forcément des pilotes qui peuvent prendre jusqu'à 1400 euros au jour, hein, faut le dire. Hein. Donc, ce petit drone Avatar, nous, on le voit d'un très bon œil parce qu'on se dit que ben, on va l'acheter, on va faire nos plans nous-mêmes. Donc voilà. Donc, je trouve que il y a une évolution aujourd'hui grâce à DJI, notamment bah, sur l'Avatar et même sur le Mavic 3, qui est vraiment super parce qu'il tourne en ProRes 4.2.2, enfin, il fait des images incroyables et puis il peut voler 45 minutes quasiment. Donc nous, on voit ça d'un très bon œil. Ok. Et ton regard aussi sur peut-être des drones un peu plus particuliers, je pense par exemple au DJI Phantom 4, je crois, qui fonctionne avec une antenne. Il y a une antenne, on peut paramétrer des circuits. Alors je sais que c'est pour des utilisations peut-être un peu plus différentes en tout cas que de la prise de vue, mais je crois qu'ils peuvent être quasiment autonomes, c'est-à-dire qu'on programme et le drone suit une trajectoire et est terminé. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le drone. Oui, c'est même les drones RTK qui font ça. Même avec le petit Phantom 4, on en a un. C'est un drone grand public. Hein, et, on a fait le circuit. C'était le circuit du Mans. On a eu une demande en fait pour le cartographier en fait pour un jeu vidéo. Donc le drone en fait il est parti autonome faire ses photos. Donc il a dû faire 1500 photos. Moi mon boulot dessus c'était juste de changer les batteries quand il posait. Et en fait il était tout automatisé. Donc ça c'est une autre technique. Nous on n'utilise pas parce que pour de l'image on ne le fait pas. Mais en tout cas oui ce drone là. Alors le Phantom 4 il a quand même pris un petit coup de vieux sur ce qui se passe parce qu'il y a le Mavic 2 qui est très très bien, le Mavic 3 qui vient de sortir qui est superbe. Donc voilà, mais bon, ça reste des drones qui sont quand même très performants. Hein. D'accord. On peut peut-être faire dérouler 2-3 petites questions parce qu'elles commencent de s'empiler. Première question de Justice Avédi qui dit: que pensez-vous des compétitions de course de drone? La dextérité des pilotes m'impressionne. Ah oui, alors ça, c'est les cours de drone, donc c'est vraiment super. En fait, c'est du drone FPV, hein, c'est du First Person of View. Donc, en fait, c'est vraiment démocratisé parce qu'ils ont commencé des courses de drone, je crois qu'il y a à peu près 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, en fait, ces drone racers, comme on les appelle, ils sont utilisés dans le cinéma, dans la pub, en télé, un petit peu partout. Donc, ça s'est vraiment démocratisé je dirais, en un an. Donc ils ont une dextérité vraiment superbe et on se rend compte que les bons pilotes de drone, ce sont les bons gamers. En général, enfin nous, ceux qu'on a recrutés, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très à l'aise avec leur drone parce que ce qu'ils voient en fait, c'est vraiment la vision du drone. Donc c'est comme un jeu vidéo, hein, ce qu'ils ont dans les lunettes. Et on s'est aperçu nous que les bons pilotes, c'était vraiment des bons gamers. Mais c'est vraiment super hein, ce qu'ils ont fait avec des courses de drone. Ouais. Ouais, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a des vidéos sur Internet, vous pouvez le voir. C'est vrai que ça arrive à une vitesse, c'est impressionnant. Autre petite question de Balinter 18, il faut combien d'heures de drone environ pour bien le maîtriser? C'est une bonne question. Alors pour bien le maîtriser, je dirais qu'il faut. Moi, comment dire, difficile de comptabiliser les heures. Mais je dirais que il faut quand même voler tous les jours, 1 heure par jour à peu près, et puis se mettre des défis, par exemple, simplement de dire voilà, bon, on va filmer alors un champ. Déjà comprendre comment le drone fonctionne, y aller par étapes. Il y a plein de tutos hein, sur YouTube pour comprendre. Bien comprendre en fait les paramètres. Il faut bien régler son drone avant de partir. Après, il y a plein d'outils aussi qu'il faut vraiment comprendre. C'est des radars. Si on perd son drone
au loin, bon, il va faire un RTH, il peut rentrer à la maison tout seul. Mais par contre, voilà, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on apprend et qu'on acquiert en fait uniquement en pilotant. Donc, il faut piloter sur des choses un peu différentes, sur des champs, sur une maison abandonnée ou sur sa propre maison s'il n'y a pas le voisin, bien entendu, ou sur une voiture en mouvement ou sur un piéton en mouvement, voilà. Et en tournant différemment comme ça, je pense que là, on voit l'évolution qu'on peut avoir. Mais voilà, après, un pilote de drone n'est pas un pilote de drone s'il ne vole pas. Donc, il faut y aller, quoi. Et justement, ça me fait rebondir sur des écoles, parce qu'on voit aussi pas mal d'écoles qui s'installent, des gens qui se déclarent école de formation pour pilote de drone. Est-ce que c'est vraiment rentable du coup Enfin, rentable pour eux, oui, mais est-ce que c'est valable pour les gens ou est-ce que, attention, arnaque? Alors moi, j'ai une idée bien précise par rapport à ça. Ça dépend ce qu'on veut faire encore une fois. Si on veut être professionnel, je pense que c'est important de prendre une semaine de cours, une semaine de formation, c'est important parce que en fait, c'est surtout en fait tout ce qui est les connaissances de la législation. Qui est importante, les cartes aéronautiques, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Après, quand on est amateur, franchement, moi, personnellement, je ne mettrais pas 1500 € dans une formation si je suis amateur. Ah oui. J'estime qu'il y a assez de tutos sur Internet et que l'application DJI est quand même très explicative. Il y a quand même beaucoup d'outils, en fait, maintenant, sur les drones qui permettent de le ramener à la maison, des capteurs anti-collision pour éviter de cracher, etc. Donc, franchement, moi, j'ai même des copains qui m'ont demandé, je leur ai dit, ne payez pas une formation à 1500 balles. Franchement, prenez votre drone, allez vous entraîner. Et puis, regardez les tutos il y a tout sur Internet aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi, c'est mon point de vue qui est très personnel. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Deux petites questions encore qui arrivent. Quel drone conseillez-vous pour un débutant? Pour un débutant, ça dépend du budget qu'on a, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ne prenez pas des drones à 100 € qui n'ont pas de GPS, etc. Parce que ça va vous dégoûter. Encore une fois, j'ai plein de copains qui me demandent. Donc, vaut mieux mettre un billet de 300 € et acheter un petit Mavic Mini avec du GPS, avec toutes les assistances de vol, avec une application qui va être vraiment très ludique. Donc, on met un petit peu plus d'argent. Par contre, on ne sera pas déçu du tout. Moi, il y a plein de copains qui ont acheté des drones pour faire des économies à 100 €, 150 €. Donc, il n'y avait pas de GPS terrien. Ils ont décollé avec un petit peu de vent, ils ont craché, c'était plié, c'était dégoûté. Donc moi, je conseillerais vraiment le petit DJI Mavic 2, si je ne me trompe pas, qui est à 300 € qu'une batterie. Ça, c'est vraiment très, très bien. Après, si on a un budget plus important, on peut aller sur du Mavic 2, en fait, qui est un petit peu plus grand, mais qui est très performant aussi au niveau de la caméra. D'accord. Bon, bah voilà, déjà, vous avez un ordre d'idée. Et Nabo Bidal qui dit on peut programmer des plans de vol assez facilement. J'utilise P4 RTK régulièrement. Et aux dernières nouvelles, DJI veut arrêter le Phantom 4. Ah, okay, oui, c'est ça, le Phantom 4, en fait, ils ont arrêté, oui, parce qu'ils ont sorti le Mavic 3, puis ils ont encore d'autres choses qui vont sortir, etc. Et puis il y a le Mavic 2 qui est encore très bien, mais nous, le Phantom 4, on l'a, mais on l'utilise quasiment pas. Alors on le prend comme backup de temps en temps, mais une fois qu'on a piloté le Mavic 2, en fait, le Phantom 4, en fait, il vous paraît même limite un peu dangereux, quoi. Donc, ouais, après, c'est un feeling, hein, mais le Mavic 2, il est tellement bien puis tellement stable que franchement, une fois que vous goûtez à ça, vous ne passez pas au Phantom 4. D'accord. Donc Mavic 2, parce qu'il y a le R2, il y a le Mini 2, lequel le 2, c'est le classique? Oui, vraiment, je parle du 2 Pro, hein, parce que nous, c'est ce qu'on a. Les autres, j'en parle pas trop parce que je les connais pas bien, mais en tout cas, voilà, le Mavic 2 Pro qui est à 1200 €, lui, il est très très bien. On a acheté un petit Mavic Mini aussi, le Mavic Mini 2, à 300 € pour quand on part en vacances. Alors, moi, je trouve qu'il est hallucinant parce que c'est un tout petit drone qui tient dans un petit sac, mais vraiment tout petit. Et en fait, il vole très très bien, même les images sont quand même assez impressionnantes. Ouais. On peut pas prendre ça pour France Télévisions, mais en tout cas, je trouve que c'est un drone qui est vraiment très performant, petit et performant. Oui, pour quelqu'un qui veut faire des souvenirs de vacances, ça peut être très bien. C'est vraiment très 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 bien parce qu'on tourne encore en 4K. Je trouve que les contrastes sont quand même bons. Moi, je l'ai emmené en vacances sur l'île Maurice. J'ai fait des vols, je suis allé à 600 mètres au-dessus de la mer. J'ai trouvé ça saisissant quand même. Ouais, d'accord.
Petite question Question. justement par rapport au plan, parce qu'on est en vas-y. train de parler d'images et puis on récolte les images. Vous, votre travail, c'est juste de faire les images, vous les proposez à France Télévisions et c'est eux qui se débrouillent, qui font leur sauce au niveau des montages, ou alors vous êtes aussi mandaté pour préparer, on va dire, la suite logique des choses et vous proposez un produit fini. Alors, ça dépend des projets. En fait, si on prend l'exemple du Tour de France, en fait, je fais ce qu'on appelle la post-production. Donc, je tourne mes images. Alors, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas que du drone. Aujourd'hui, donc, nous, on nous demande, on a une liste des choses à faire. Après, on se débrouille. Nous, on a une date de livraison et on se débrouille. Donc, sur le Tour de France, donc, je tourne avec des drones, je tourne avec des gimbals au sol, avec des petits drones FPV aussi, et je fais tout ce qui est post-production. Donc, post-production, c'est quoi? C'est une fois que j'ai mes rushs, en fait, je sélectionne les plans que moi j'ai envie de voir à l'image, je remonte un peu des couleurs, je prépare des plans, etc. Et je leur livre en fait des plans, une quinzaine de plans qui sont prêts à monter. Donc je fais pas les montages par rapport à ça. Il y a d'autres projets sur lesquels on fait tout de A à Z, la préparation jusqu'au montage, et d'autres projets en fait on fait même pas la post-prod, on livre des rushs bruts comme ça. D'accord. Est-ce que vous intervenez aussi peut-être dans des projets, alors je pense avoir à peu près la réponse, vu l'ampleur en fait des projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, mais est-ce que vous avez eu des demandes de style il y a machin qui se marie, il voudrait des images aériennes au moment où ils sortent de tel truc, ça vous faites aussi? Alors on fait pas, non, on fait pas. Alors on a des demandes de temps en temps, je sais pas, ce sont des demandes qui se perdent au milieu des annonces Google. On a parfois, mais bon, nous on sait que de toute façon, on peut se tromper, mais les gens qui nous demandent ça, en fait, ils n'ont pas de budget pour nous prendre, parce que voilà, alors, nous parfois on balance des devis quand même, hein, mais ça mène nulle part, donc on fait pas même des photos, on fait des maisons, etc. Mais non, nous on fait pas ce genre de choses là, non, du tout. Ouais, c'est vraiment consacré à l'aspect vraiment professionnel de l'image pour les pros de l'image. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est pas qu'on dénigre, c'est surtout que on est tellement occupé sur d'autres choses qu'on peut pas, en fait, donc on n'aurait pas le temps de le faire. Ouais, d'accord. Nico, tu voulais intervenir? Oui, j'ai une petite question là à propos de. Est-ce que les trajectoires des drones peuvent être programmées pour avoir toujours la même trajectoire et en post-prod, par exemple, intégrer un personnage ou un véhicule de synthèse où la caméra de synthèse filmerait le personnage avec la même trajectoire que le drone pour faire une image réelle derrière le. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, on nous a demandé il n'y a pas longtemps pour un projet avec Jean-Michel Jarre, hein, donc, Ah ouais. mais en fait, c'est possible de le faire à condition qu'on ait du GPS et qu'on soit à l'extérieur. Là, le projet de Jean-Michel Jarre, c'était vraiment en intérieur, donc on n'a pas pu honorer ce contrat. Mais oui, c'est possible. Après, nous, sur les GPS qu'on a, ce sont des GPS qui sont pas, ils sont précis, mais ils sont pas précis au centimètre. Ça veut dire que on peut avoir des GPS précis au centimètre avec du RTK, donc on a trois GPS. Nous, c'est pas ce qu'on a. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est possible de pouvoir faire ça. Et même la trajectoire du drone dont tu parles, effectivement, on peut lui donner une trajectoire, venir le lundi, revenir le mercredi, le vendredi, et avoir la même trajectoire. Par contre, ce qu'il ne va pas prendre en compte, c'est le vent. C'est-à-dire que si le lundi, on n'a pas de vent, on a un vent zéro, et que le vendredi, on a un vent, on a 30 nœuds de vent, donc là, le drone, il va suivre une trajectoire, mais il va pouvoir bouger, il va glisser de 2-3 mètres. Quoi. Ouais, bah justement, ça rejoint une question là que le simulateur CO vient de poser. Le vent a-t-il un impact? Le vent impacte-t-il autant un drone qu'un avion? Et y a-t-il des procédures avec du vent en tournage dans votre travail? Oui, tout à fait. Alors le vent, c'est un peu comme dans toute l'aéronautique, c'est un peu notre ennemi, on va dire. Donc on fait super attention à tout ça. Donc nous, maintenant que l'expérience qu'on a, on arrive à déterminer si le vol qu'on peut faire est faisable ou non. Donc aujourd'hui, on arrive à déterminer si on peut voler ou pas en fonction du vent qu'on a. Donc il y a plusieurs projets en fait. On regarde beaucoup la météo avant de partir sur un projet, mais par contre sur le Tour de France, quand on est sur la route et qu'on doit faire un château Qatar par exemple, donc il y a beaucoup de vent dans les Pyrénées, il nous est arrivé assez souvent en fait d'annuler en fait un château parce que il y avait trop de vent. Donc ça veut dire que le drone va voler, hein, ce sera pas un souci, mais l'image va être difficile. Nous on va se bagarrer comme c'est pas permis, et puis surtout c'est que c'est très dangereux, quoi.
Donc non. Et puis le drone en fait va pouvoir voler, mais il n'aura pas forcément la force moteur de rentrer. Ça nous est déjà arrivé 2 fois. Donc nous, on connaît vraiment nos limites. Il y a une limite constructeur qu'on ne regarde absolument pas parce que c'est pas la réalité du terrain. Nous, de notre expérience, on peut dire là on va voler, là on ne vole pas. Donc pour l'instant, enfin je touche du bois, on n'a eu aucun incident à cause du vent. D'accord. Et Je le drone qui reviens revient sur pas, la du coup, vous allez le chercher à programmation. pied? Ah. Nico, vas-y. Ouais. Ah, pardon. Je pense qu'on a parlé en même temps. Non, je reviens sur la programmation du drone là pour faire des plans. Et donc tu parlais d'utilisation du GPS en fait pour ça. Est-ce qu'il est possible aussi de remplacer en fait le GPS par une balise au sol et le drone en fait volerait par rapport à cette balise? Alors, je crois que c'est fait déjà dans le milieu du drone. Nous, c'est une technique qu'on n'utilise pas parce qu'on n'en a pas besoin. Mais je crois que oui, avec des relais, en fait, le drone peut partir d'un point A à un point B. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui programmer, en tout cas sur nos drones à nous, c'est l'altitude. Je pense que sur des drones d'agriculture, tu peux le faire, type M600 RTK. Je pense que tu peux le faire, mais pas sur les nôtres. Les nôtres, on peut lui dire tu pars d'un point A à un point B. Point GPS 1, point GPS bas, il va suivre cette trajectoire-là. On ne pourra pas lui dire tu restes à 50 mètres d'altitude. On pourra lui donner un plafond, mais par contre, on ne pourra pas lui donner une altitude constante. D'accord. Il n'y a pas de sonde barométrique, par exemple, qui permet de calculer les évolutions de hauteur? Comment? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de sonde barométrique, par exemple, qui permettent de calculer ou d'avoir une idée de la hauteur du drone et qui s'adapte? Si, tout à fait. Nous, on connaît nos altitudes, on connaît tout. On a tout sur notre tablette, mais par contre, on ne peut pas le programmer, lui dire tu restes à 40 mètres d'altitude. Alors, sur les drones DJI, on ne peut pas le faire. Sur le drone FreeFly Alta, lui, on peut le faire. Le gros drone, on peut lui dire tu gardes une altitude de 20 mètres et tu ne bouges pas. Et lui, il était vraiment très, très précis. Et sur les drones type Inspire 2, ça, on n'a pas ce genre de choses. Ouais, d'accord. Bah justement, il y a une question de Namo Binable qui dit il existe des modes suivi de terrain. Donc c'est peut-être de ça dont tu parles. Alors, suivi de terrain, c'est-à-dire oui, il y a des modes comme ça. Alors, c'est peut-être utilisé pour l'agriculture notamment, parce qu'effectivement, on peut voir le terrain. Je ne sais pas si c'est ça dont il parle, mais oui, il y a des modes comme ça. Nous, ce sont des modes qu'on n'utilise jamais en fait, parce qu'on travaille quasiment toujours en manuel. On prend jamais d'automatisme. Parce qu'en fait, voilà, on trouve que c'est beaucoup plus précis que la machine. Ouais. Ok. Nico, tu avais une autre question? Ah, on t'entend plus, ton micro est coupé. Ah oui, c'est coupé. C'est parce que je tousse de temps en temps, alors je préfère couper. Non, pas de questions, des petites questions comme ça. Par exemple, bon, je pense surtout cinéma, en fait. J'aime bien les beaux plans, en fait, de cinéma, là. Notamment, je pense à la charge des cuirassiers de la bataille de Helo dans le colonel Chabert, là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de drone, mais j'étais juste en train de m'imaginer ce que ça pourrait donner en drone, quoi. Filmer une charge comme ça de cavaliers. On a fait des projets comme ça, on a pas mal suivi, on a fait le Versailles pour Canal+, on a tourné pour eux avec donc des courses à cheval. Le Puy du Fou aussi, on a tourné au Puy du Fou, en fait, la course de carrosse à l'intérieur, on a tourné ça, et on a tourné aussi un autre documentaire à Chambord avec des chevaux de cinéma aussi, donc au galop. Donc c'est quand même assez sportif. C'est pas évident de les suivre. C'est pour ça qu'il faut être 2 opérateurs hein, pour le coup, parce qu'en plus on est en longue focale. Donc c'est pas évident. Mais en tout cas c'est très très payant. Mais c'est vrai que c'est technique parce qu'encore une fois le drone va très vite. La caméra faut qu'elle suive. En longue focale c'est encore moins évident. Mais nous c'est ce qu'on aime parce qu'en fait c'est la difficulté qu'on aime. Hein. Donc même quand il faut suivre une voiture sur un Dakar ou que voilà, il faut donner la vitesse en fait à l'image. C'est ce qu'on aime faire en fait. Ouais, c'est le challenge. D'accord. C'est une de la belle image, quoi.
Exactement, c'est ce qu'on cherche à faire tout le temps. Et même sur le projet de Thomas Pesquet, avec Thomas Pesquet là, au Mont Blanc, c'était vraiment ça qu'on cherchait aussi, c'est de faire la belle image. Alors après, c'est vrai que le décor s'y prête beaucoup parce qu'on est au Mont Blanc. Et donc, c'est quand même, dès que vous décollez, c'est magnifique. Mais après, c'est essayer de le rendre encore plus beau que ce qu'on voit à l'œil, en utilisant d'autres focales, en essayant de trouver des axes un peu différents, etc. Mais effectivement, après, c'est ça qui nous motive au quotidien, hein, c'est les projets futurs. Là, on était à Hawaï, on est rentré d'Hawaï il y a une semaine, on était sur l'Ironman pour ESSO, donc c'est le triathlon, championnat du monde de triathlon à Hawaï. Là, c'est la même chose. En fait, moi, ça fait 4 ans que je le fais, mais bon, c'est toujours motivant de se dire, essayons de trouver autre chose, essayons de proposer autre chose visuellement parlant, en utilisant des nouvelles techniques ou des nouveaux objectifs. Donc c'est toujours, et c'est ça qui nous motive. Le jour où on a plus ça, je pense qu'il faut qu'on arrête. Hein. Ouais. En innovant. On vous a déjà proposé de filmer en relief, pour des films en relief aussi, non? Non, jamais en relief. Non. En 3D, oui, mais en relief, non. Ça ne nous est jamais arrivé encore. Ok. Et je pense que les drones ne sont pas. Enfin, peut-être que des gros drones, oui, mais même mes collègues, mes copains qui font du drone, j'ai jamais vu en faire non plus. Hein. Je pense que les caméras qui permettent de faire du relief sont beaucoup trop lourdes. Ouais, c'est à ça que je pensais en fait. Parce que Jean-Jacques Hano avait déjà tourné un film en relief là sur l'épopée de Guillaumet là. Et donc je m'étais dit, c'est vrai que l'avenir quand même, c'est quand même du film en relief, hein, même si c'est pas encore maintenant répandu, mais c'est vrai que le relief reste impressionnant et notamment avec des drones où il y a une trajectoire vers l'avant, où là effectivement le relief, on pourrait vraiment bien le sentir, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, j'imagine que les caméras relief sont très lourdes. On a même été démarché par une production américaine pour tourner un film pour les cinémas IMAX. Donc, il fallait qu'on tourne en 8K. Et même nos drones, en fait, étaient limite, en fait, au niveau technique, pour pouvoir faire voler ce type de caméra. Alors, on aurait pu le faire. Bon, ça s'est pas fait parce qu'on n'a pas eu d'autorisation à Paris, en fait. Enfin, c'est pas Paris, c'est la Tour Eiffel. Mais en tout cas, techniquement parlant, on pouvait le faire. Mais par contre, on était vraiment au taquet au niveau poids. Hein. Ouais. D'accord. Eh bien, justement, on parlait technique, par exemple, sur un projet comme le Tour de France, ça mobilise combien de personnes? Vous êtes combien à Freeway à vous déplacer, à être mobilisé sur un événement comme ça? Alors, sur un événement comme ça, déjà, bon, il y a mon épouse Christelle qui s'occupe de tout ce qui est autorisation de tournage en amont. Donc, ça, c'est un gros travail parce que dès qu'on a notre liste de lieux à tourner, on commence à prendre des contacts auprès de tout le monde. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a Christelle qui est là. Moi, je suis là. Après, moi, j'engage un pilote qui vient avec moi pour tourner et puis peut-être 2. Donc, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Et puis ça dépend en fait beaucoup de la météo, parce que si la météo est clémente et qu'on arrive à avoir 3 semaines de beau temps, là on va pas mal enquiller, ça va aller vite. Et si vraiment parfois on est mobilisé parce qu'il y a une semaine de mauvais temps, là on va devoir prendre d'autres équipes pour tourner. Mais je sais que sur le Tour de France, France TV ne désire pas à ce qu'on délègue. En fait, ils sont habitués avec moi et moi j'essaie de tout faire sur le Tour de France. Alors je cavale pendant 2 mois, mais j'essaie de tout maîtriser en fait. D'accord. Ok. Nico, je crois que tu voulais encore, non? Non, ça va. Non, Ok. je suis dans mes pensées cinématographiques, alors c'est pour ça. D'accord. J'essaie Ok. d'imaginer des plans en drone. Ah ben voilà, tu vois, tu d'avion, veux investir, Nico. Je te vois venir quand t'es comme ça, tu finis par investir. Non, C'est vrai que mais pour dire un peu aux gens, ça m'intéresse pas mal parce que j'ai eu une formation de caméraman aussi, et puis je suis pilote, donc vous voyez, ça regroupe un peu tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse quand même. Ouais. Ah, c'est vrai que ça rassemble un petit peu tout ça quand on est caméraman et qu'on est pilote. Enfin, moi, je suis pas pilote, hein, mais c'est vrai que quand on aime l'image déjà, on se dit que le drone est un outil formidable en fait. Donc et formidable. Et puis il nous surprend. Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend tout le temps hein, au quotidien. Même là, l'année dernière, on a fait 2 étapes drones avec des drones Cinéhoop, hein, des petits drones qui vont dans des canyons, etc.
j'étais émerveillé par ce que je voyais, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le drone il y a 12 ans, en fait, c'était un petit peu comme une renaissance en tant que caméraman, parce que c'est pas que j'étais blasé de ma caméra au sol, mais en tout cas, j'avais fait un petit peu le tour là, après 30 ans, etc. Et là, le fait d'envoyer une caméra dans les airs, on se dit putain, c'est quand même pas facile de sortir des bons plans, il faut quand même y aller, quoi. Et puis après, on a changé d'optique et tout, donc c'est sans cesse en fait des challenges, et puis sans cesse se dire que c'est jamais gagné en fait, et tu te dis, en tant que caméraman, ouais, il faut quand même aller chercher des choses. Qu'est-ce que je mets comme optique? Est-ce que je fais un flair? Est-ce que je fais un contre-jour? Donc et tous les tournages en fait sont comme ça, même sur un Thomas Pesquet, c'était pareil, c'était qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce métier. Ouais, c'est la créativité. Il y a une qui est préparation derrière. sur place, une reconnaissance du terrain un peu pour voir un peu. Oui, il y a une reconnaissance. Bon, dans la crevasse avec Thomas Pesquet, on n'a pas pu reconnaître, mais par contre, sur les tournages de Tour de France, par exemple, moi, j'essaie de faire un petit repérage avant quand même pour voir. Et puis, alors, on fait un repérage quand on est sur le terrain, hein, genre on prend une heure, une demi-heure, on va faire le tour, on essaie de voir un peu ce qu'on va faire, etc. Alors, on fait des repérages, on essaie de voir ce qu'on va faire, mais par contre, on est souvent aussi étonné, parce que parfois en l'air, on voit des plans qu'on peut pas préparer, même en repérage, parce qu'une fois que ta caméra est à 40 mètres d'altitude, tu vas voir des choses que tu ne vois pas quand tu es au sol. Donc, et là, tu te dis, tiens, c'est génial, on change d'optique, on fait autre chose, voilà. Donc, c'est pour ça que faut sans cesse être quand même un peu aux aguets et pas se fermer en fait, sur la préparation, quoi. Puis être réactif pour effectivement changer d'optique et puis retourner faire le bon plan. Tout à fait. Et on a même fait des plans par accident parfois qui sont superbes. Genre on rentrait avec le drone, la caméra était tournée d'une manière qu'on n'avait pas prémédité, et puis en fait on a chopé un rayon de soleil derrière, un petit contre-jour, et puis le plan, je dis stop, on arrête, on reprend le plan, on le refait proprement, parce que voilà, on découvre des plans en fait qu'on peut pas prévoir. Donc c'est ça aussi la magie, moi je trouve, du drone, parce que, et même parfois quand on fait un plan à 40 mètres, donc il est bien, en fait, on descend de 3 mètres, et il est beaucoup mieux, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, ouais. Ok. Et ben justement, ça me permet de rebondir un peu sur les vues de drone et ce genre de choses. Si d'ailleurs, Michael, je vais d'ailleurs poster le lien tout de suite de notre serveur Discord, voilà, qui apparaît sur le chat en ce moment même. On a une petite rubrique photo. Si à l'occasion tu as la possibilité, si tu le souhaites évidemment, de poster 2-3 petits plans, des images que tu trouves sympas, à nous partager dans le serveur Discord, ça serait super, puisqu'on a des pilotes qui nous postent justement des photos depuis les cockpits. Il y a Freeflight 30, j'ai vu cette semaine, qui a posté toute une série sur un vol qu'il a fait cette semaine. Donc voilà, ça permettrait de compliquer, d'avoir plein de plans aériens super sympas à partager tous ensemble. Ok, super, mais il n'y a pas de souci. Eh ben, magnifique. Qu'est-ce que, il me semble, alors il y a encore une question, mais par contre je vois que c'est déjà 20h50 du UTC, donc je vous propose tout de suite de lancer la dernière séquence de l'émission, qui est la séquence foire aux questions remise de gaz. Si vous dans le chat vous avez encore des questions à poser à Michael qui est avec nous, encore 5 minutes à peu près, n'hésitez pas à les poser tout de suite, on en parle, on lance la séquence remise de gaz. Voilà, remise de gaz. Il y a un plan de vol qui s'est déclenché avant. Bon, remise de gaz. On est bien sur la séquence remise de gaz, je vous rassure. Donc, question pendant cette séquence remise de gaz. Vous n'utilisez que des drones volants ou bien, alors peut-être pas tout de suite, mais est-ce que vous envisagez de faire des rovers ou des drones sous-marins ? Non, du tout, parce que c'est pas la demande. En fait, des drones sous-marins, il y en a qui existent. On peut en acheter un demain si on veut, mais en fait, c'est pas trop la demande. Puis je pense qu'il faut pas qu'on se disperse non plus, parce que il y en a qui le font très bien, pour qui c'est le métier. Et encore une fois, moi, c'est quelque chose que je vais pas trop me disperser. Donc non, c'est pas prévu, pas prévu. Après, s'il y a un projet demain, qui nécessite un drone sous-marin, on va se pencher sur la question, on va se renseigner, on va regarder, et pourquoi pas après, voilà. Mais bon, dans l'immédiat, c'est pas la demande chez nous en tout cas. D'accord, merci pour la réponse. Il faudra un drone
volant sous-marin pour faire des plans aériens et qui passent sous l'eau. Oula. Alors on a déjà fait un projet comme ça, en fait. Alors c'est pas un drone sous-marin, on a pris un drone, le Phantom 4, en fait, on a mis une tige en dessous qui faisait 2 mètres de long, avec une GoPro 8 qui était en dessous, en fait, donc on est parti de très haut, et en fait, puis on est descendu, en fait, sur un étang, et donc la caméra rentre dans l'eau, et elle rentre à, je sais pas, un mètre sous l'eau, donc on n'est pas allé très vite parce qu'il y a forcément ça freine le drone, donc c'était très dangereux. Mais en tout cas, on a travaillé sur un projet comme ça, en fait, ouais, un drone qui part d'en haut et qui va sous l'eau. Ouais. Ah, super excellent, sympa. une sorte de Après, périscope c'est à pas l'envers. le drone- Ouais, c'est pas le drone qui allait sous l'eau parce que là c'est voilà, mais en tout cas c'est la caméra qui allait sous l'eau et le rendu est vraiment payant en plus. Hein, ouais. D'accord. Ah, super. Excellent, Super. tiens. Bonne idée. Petite question que je voulais aborder, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais maintenant, c'est vrai qu'on parle des drones de loisirs, on a parlé des Mini, on a parlé de toutes ces drones-là qui sont accessibles au grand public. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur la partie droit à l'image, parce qu'en fait, on fait des plans. Alors, quand on est pro, on fait ses plans, on est payé pour le faire, mais je pense qu'en tant que particulier, quelqu'un qui a un drone ne peut pas non plus envoyer son drone au-dessus de chez le voisin en disant bah tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas. Ah non, ça c'est vraiment le gros problème qu'il y a aujourd'hui, en fait, parce qu'il y a même un peu une jurisprudence par rapport à ça, c'est que elle est où la limite, en fait, de la vie privée des gens, en fait. Alors effectivement, si on va au-dessus d'une maison et qu'on filme une terrasse de gens qui sont en train de manger, bien sûr qu'on viole l'intimité des gens, ça c'est sûr, mais bon, après, oui, c'est compliqué, même nous, hein, en fait, sur le terrain, on le voit de plus en plus, quand on fait une église du 18e et qu'on vole autour de l'église, parce que forcément, quand on filme l'église, eh ben, on est à l'écart, on n'est pas au-dessus de l'église, donc on peut survoler parfois des maisons, etc. Alors nous, ce qu'on fait quand on a le temps de le faire, on va sonner chez les gens pour leur dire attention, il y a un drone qui va voler, c'est pour le Tour de France, c'est pas pour vous, etc. Mais c'est vrai que quand on est amateur, il faut être très vigilant par rapport à ça, parce que les gens, ils peuvent même être assez agressifs face à un drone qui est quand même, le drone est quand même très intrusif, hein, ça, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Alors, je confirme ça, puisqu'il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, je crois que c'était comme ça même qu'on avait lié le contact, ouais, il y a 10 ans, parce que je crois que c'était en 2011, où dans le cadre d'une course cycliste, donc, qui était la route de Saône-et-Loire, qui n'était pas le Tour de France, hein, c'était vraiment à l'échelon départemental, on va dire, on avait mis en œuvre un Phantom 1 à l'époque. Et c'est vrai que on avait, je ne veux pas dire un peu plus de liberté, parce que tout était déposé, enfin voilà, tout était dans les clous, mais les gens étaient plus intéressés par le drone, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que les comportements ont un peu changé, les gens viennent plus dans l'aspect droit à l'image en disant attention, nous on ne veut pas être filmé, les images c'est pourquoi, etc. Alors que ce problème n'était pas le cas avant. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Ah ben complètement, mais ce que tu dis, en fait, je te rejoins à 100% là-dessus, parce que nous, on s'est aperçu effectivement qu'il y a 6 ans, 7 ans, les gens étaient curieux du drone, ils venaient nous voir, nous poser plein de questions, ils étaient intéressés, etc. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Alors, il peut y en avoir encore, mais beaucoup moins, parce qu'en fait, il y a un peu une mauvaise pub qui est faite autour du drone. On dit par exemple que les voleurs utilisent des drones pour repérer les maisons et les cambrioler. Donc il y a plein de choses qui sont dites autour du drone qui ne sont pas forcément de bonnes pubs. Donc nous sur le terrain concrètement en fait on a toujours des gens qui viennent nous agresser ou nous menacer, etc. Alors nous ce qu'on fait maintenant systématiquement, c'est que quand on arrive sur le terrain, nous on appelle la police, des gendarmes, tout le monde pour dire voilà, on est là, on est autorisé à voler, on fait ça pour le Tour de France, etc. Donc, quand il y a un problème, quand quelqu'un vient nous demander en fait des questions sur ce qu'on fait, on lui répond poliment parce qu'on n'est pas des sauvages. Mais par contre, quand on commence à nous agresser, moi j'agresse autant. Ça veut dire que je montre pas mes papiers, d'ailleurs mes autorisations à quelqu'un qui n'est pas habilité ou qui n'est pas assermenté. Voilà. Donc je lui demande si vraiment il est agressif. Je lui dis écoutez, si vous n'êtes pas content, vous appelez la police et on gère ça avec eux. Donc, mais c'est vrai que cette attitude-là a vraiment changé d'année en année. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, ok. Oui, donc ça va bien dans le sens de ce qu'on voit, de ce qu'on lit aussi un petit peu partout. Ok. 20h58 UTC les amis, est-ce que vous avez encore une ou deux questions à poser à Mickaël avant qu'on rende l'antenne ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser maintenant sur le forum. Je rappelle que cette émission sera en replay à partir de tout à l'heure, pendant 14 jours, sur la page Twitch de la zone aéro. Et à partir de la semaine prochaine, on garde des archives, ça se passe sur la chaîne YouTube
de la zone aéro, vous avez l'intégralité des émissions, quasiment l'intégralité des émissions qui sont relayées, disponibles et accessibles. Eh ben, je crois que... Alors, ce n'est pas une question, mais c'est plus une réaction de notre ami Nabominable qui nous dit aujourd'hui, à partir du moment où on travaille avec quelque chose qui ressemble à une caméra ou un appareil photo, on risque presque l'agression. Et oui, c'est le cas. Oui, moi je suis d'accord là-dessus aussi. C'est vrai que même, pas forcément d'avoir un drone, mais même avec une caméra au sol, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont extrêmement méfiants de tout ça et sont un peu agressifs dès qu'ils voient un objectif, une caméra, même un appareil, même un téléphone. Hein, dès qu'on fait une photo avec un téléphone portable, tout de suite, on sent des regards. Oui, ça c'est là. Après, ça c'est la société d'aujourd'hui. Hein. Voilà, aujourd'hui, on fait des vidéos, des photos, les réseaux sociaux sont inondés de photos, de vidéos. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à ça, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans même. Donc, mais bon, il faut faire avec. Hein. Je pense qu'on n'a pas de choix. Ok, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir refermer la zone aéro de ce soir. Michael, un très grand merci de ta participation. Je pense que ça a amené un autre regard justement sur l'aspect du drone. Ça a montré un petit peu aussi l'envers du décor, des images qu'on a l'habitude de voir à la télévision et dont on n'a pas forcément la nature. Donc ça éclaire les choses et ça c'est bien. Ben, merci à toi pour l'invitation, merci Nico, et puis j'espère que oui, j'aurai donné une autre image du drone en tout cas. Eh ben avec grand plaisir. Bien. Et encore une fois, n'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, comme ça on partage un peu tout ça et ça sera super intéressant de mettre en image maintenant ce dont on a parlé ce soir en cours de l'émission. Avec plaisir. Merci Michael. Merci à vous en tout cas. Je vous rappelle simplement 2-3 petites choses. La semaine prochaine, le programme est encore en train d'être développé. Donc on abordera probablement un thème technique. On n'aura pas forcément d'invité la semaine prochaine, mais on parlera un peu de technique. Les prochains invités, ça se reportera fin novembre, les amis, puisque le 30 ou le 31 novembre, je crois, j'ai plus la date en tête, mais j'ai posté sur le serveur Discord en programme à venir la petite vignette. On va parler simulation. Est-ce que la simulation aérienne qu'on peut voir d'ailleurs sur des chaînes, puisqu'on aura des streamers avec nous, est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour l'aviation générale? Est-ce qu'on peut aborder cette simulation de manière différente? Et on aura déjà 2 invités qui seront avec nous, dont un qui l'utilise, on va dire, d'un côté un peu plus professionnel et l'autre un peu plus amateur. Et on va comparer justement ces points de vue. Donc, est-ce que la simulation, c'est une porte d'entrée pour l'aviation générale ou professionnelle? Voilà. Après, on arrive au mois de décembre. Alors, mois de décembre, normalement, ça reste à confirmer, mais normalement, on vous donnera la date prochainement sur un invité. Ce sera Fred. Vous le connaissez tous, Fred Courant de C'est pas sorcier. Comment est-ce qu'il préparait, Fred, ces sujets aéro avec Jamie? On en parlera dans la zone aéro quand il viendra. Et on aura aussi d'autres invités qui viendront d'ici la fin de l'année. On aura Robin qui reviendra nous parler, donc copilote sur 737 chez Transavia. Bref, un beau programme dont vous pouvez avoir connaissance directement sur le serveur Discord de l'émission où le débat se poursuit, le débat continue pendant toute la semaine et on s'y connecte. Enfin, en tout cas, moi je m'y connecte tous les jours. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Je pense qu'on a tout dit. Messieurs, merci beaucoup à vous. Passez une bonne soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Mickaël, tu restes en ligne un petit peu et comme ça on discute un peu après avec Nico. Et puis on lance le générique. Restez avec nous ceux qui sont en ligne. On va peut-être aider quelqu'un. Je ne sais pas encore qui. On va regarder pendant le générique. Vous restez avec nous. On bascule chez la personne qu'on va aider justement sur sa chaîne Twitch. Et vous lui balancez tout plein de petits emotes d'avion. Comme ça il saura qu'on vient de la zone aéro. Je compte sur vous. Générique et à la semaine prochaine. Bye bye.